La pierre de lune, partie 3, chapitre 11. Lorsque le dernier des invités eut disparu, j'allai retrouver Samuel à l'office. Milady et Miss Rachel sortaient du salon, suivis des deux cousins. Monsieur Godfrey demanda de l'eau-de-vie et du soda-water. Monsieur Franklin ne prit rien. Il s'assit dans le hall intérieur, paraissant mort de fatigue. Je pense que ses efforts de conversation pendant le cours de la soirée y étaient pour beaucoup. Milady, au moment de leur dire bonsoir, considéra le legs du colonel, qui brillait de tout son éclat sur la robe de sa fille. « Rachel, demanda-t-elle, où comptez-vous déposer le diamant pour cette nuit ?» Miss Rachel, fort animée, se trouvait justement dans cette situation d'esprit qui vous pousse à dire des sottises, à y persévérer comme si vous étiez en plein bon sens. On peut souvent observer cette disposition chez les jeunes filles surexcitées par une journée trop agitée. D'abord, elle déclara ne savoir que faire de son diamant. Puis, elle dit qu'elle le déposerait tout simplement sur sa toilette, parmi ses autres bijoux. Après cela, elle se souvint que le diamant pourrait bien briller de son infernale lumière à travers l'obscurité et qu'elle aurait peur. Alors, elle pensa à un meuble en bois des Indes placé dans son petit salon et se décida à y mettre le diamant indien, afin, disait-elle, de donner à deux merveilles du même pays le loisir de se contempler. Ayant laissé d'abord s'évaporer son petit babil, sa mère l'arrêta. « Ma chère, dit Milady, votre meuble ne ferme même pas à clé. »« Bon Dieu, maman, reprit Miss Rachel, sommes-nous donc dans un hôtel garni? Et y a-t-il des voleurs dans la maison ?» Sans relever cette manière de parler, Milady souhaita le bonsoir à ses neveux, puis, se tournant vers Miss Rachel, elle l'embrassa. « Pourquoi ne pas me laisser garder votre diamant pour cette nuit ?» lui demanda-t-elle. Miss Rachel reçut la proposition comme elle eût pu le faire quelques années avant, si on lui avait demandé de se séparer d'une poupée favorite. Milady vit qu'il n'y avait pas moyen de raisonner avec elle ce soir-là. « Venez demain matin dans ma chambre, Rachel, j'ai à causer avec vous. » Sur ces derniers mots, elle nous quitta, paraissant absorbée par ses propres pensées et nullement enchantée des objets qu'elle lui offrait. Miss Rachel nous souhaita ensuite une bonne nuit. Elle donna une poignée de main à Monsieur Godfrey, qui, debout à l'autre extrémité du hall, regardait un tableau. Puis, elle se retourna vers Monsieur Franklin, assis dans un coin, fatigué et silencieux. Je ne puis dire quels mots ils échangèrent, mais tandis que je me trouvais près de la grande glace, je la vis tirer mystérieusement de son corsage le médaillon qu'il lui avait donné, et le lui montrer avec un sourire qui, certainement, dénotait une intention. Puis, elle se dirigea légèrement vers son appartement. Cet incident ébranla un peu la confiance que j'avais eue jusque-là dans mon propre jugement. Je commençais à croire que Pénélope pouvait ne pas s'être trompée sur les préférences de sa jeune maîtresse. Dès que le départ de Miss Rachel lui eut rendu l'usage de ses yeux, M. Franklin m'aperçut. La mobilité de son esprit qui le faisait passer sans cesse d'une préoccupation à une autre le ramenait en ce moment sur le chapitre des Indiens. « Betteredge, me dit-il, je suis tenté de croire que j'ai pris M. Murthwaite ce soir par trop au sérieux. Peut-être a-t-il voulu essayer sur nous l'effet d'un de ses contes de voyageurs. Allez-vous vraiment lâcher les chiens ?»« Je vais enlever leur collier, monsieur, répondis-je, et une fois libre, pendant la nuit, je peux m'en rapporter à eux s'il en est besoin. »« Fort bien, dit M. Franklin, nous verrons ce qu'il y a à faire demain. Je me sens peu porté à effrayer ma tante, Betteredge, sans qu'une raison péremptoire m'y oblige. Allons, bonsoir. » Il avait l'air si pâle et si défait que, lorsqu'il prit son bougeoir de mes mains pour monter à sa chambre, je me permis de lui conseiller un peu d'eau-de-vie, dans de l'eau, avant de s'endormir. M. Godfrey, revenant à nous de l'extrémité du hall, appuya mon avis et engagea M. Franklin de la façon la plus amicale à prendre quelque réconfortant. Si j'insiste sur ces menus détails, c'est qu'après avoir vu et su tous les incidents de la journée, je fus aise de remarquer que ces messieurs étaient en aussi bonne intelligence qu'auparavant. La discussion entendue par Pénélope et leur rivalité près de Miss Rachel semblaient n'avoir laissé aucun souvenir entre eux.
Il est vrai que tous deux avaient le caractère bien fait, et que, de plus, ils étaient aussi des gens du monde, et il faut avouer qu'en ce cas, l'éducation ne vous rend jamais aussi querelleur que lorsqu'en fait de position, on n'en possède aucune digne d'être ménagée. M. Franklin refusa le grog et monta avec M. Godfrey, leur chambre étant contiguë. Sur le palier, soit que M. Godfrey l'eût persuadé, ou par suite de sa mobilité d'esprit, il changea d'avis. « Peut-être en aurais-je besoin pendant la nuit, dit-il. Envoyez-moi de l'eau-de-vie dans ma chambre. » Je la fis monter par Samuel, et je sortis pour lâcher les chiens. Ils ne se connurent plus dans leur surprise de se voir détachés pour la nuit et sautèrent sur moi comme des enfants. La pluie se chargea de les calmer. Ils humèrent un peu l'eau qui tombait, puis ils rentrèrent dans leur niche. La pluie tombait sans relâche. La terre était trempée, mais je crus voir que le temps s'améliorerait dans le courant de la nuit. Samuel et moi nous fermâmes la maison après avoir fait notre ronde habituelle. J'examinai tout par moi-même et ne voulus point, en cette occasion, m'en rapporter à mon lieutenant. Tout était dans un ordre parfait lorsque j'allais reposer mes vieux os entre minuit et 1 heure du matin. Les fatigues du jour avaient été un peu fortes pour un homme de mon âge. En tout cas, l'agitation me donna un accès de la même maladie que M. Franklin, et il était plein jour lorsque je parvins à m'endormir. Tout le temps que je restais éveillé, la maison fut aussi silencieuse qu'un tombeau. Pas un bruit ne se fit entendre, sauf celui de la pluie et du vent qui s'éleva vers le matin à travers les arbres. Je m'éveillai vers 7h30 et j'ouvris ma fenêtre par laquelle entra un beau soleil. 8 heures sonnaient et j'allais rattacher nos chiens lorsqu'un froufrou de jupon se fit entendre sur l'escalier, derrière moi. Je me retournai à temps pour voir Pénélope courant après moi comme une folle. « Père !» criait-elle, « montez vite, pour l'amour de Dieu, le diamant a disparu !»« Avez-vous perdu l'esprit ?» lui demandai-je. « Disparu !» répéta Pénélope. « Disparu, et personne ne sait comment. »« Venez, montez, vous verrez. » Elle m'entraîna à sa suite jusque dans le petit salon qui ouvrait sur la chambre de notre jeune lady. Miss Rachel se tenait sur le seuil, presque aussi pâle que le peignoir blanc qui l'enveloppait. Les 2 battants du meuble indien étaient tout ouverts. Un des tiroirs intérieurs avait été tiré jusqu'au bord autant qu'on pouvait le tirer. « Regardez, dit Pénélope, j'ai moi-même vu Miss Rachel mettre le diamant dans ce tiroir la nuit dernière. » Je m'approchai. Le tiroir était vide, en effet. « Est-ce exact, Miss ?» lui dis-je. Avec un regard et un son de voix qui ne lui appartenaient pas, Miss Rachel répondit comme ma fille l'avait fait. « Le diamant a disparu. » Ayant dit ces mots, elle rentra dans sa chambre et ferma la porte à clé. Avant que nous eussions repris nos esprits, Milady entra. Elle avait entendu le son de ma voix dans l'appartement de sa fille et voulait savoir ce qui se passait. La nouvelle de la perte du diamant la pétrifia. Elle alla aussitôt vers la chambre de Miss Rachel et insista pour entrer. Miss Rachel ouvrit sa porte. L'alarme se répandit dans la maison comme une traînée de poudre, et les 2 gentlemen ne tardèrent pas à nous rejoindre. M. Godfrey fut le premier qui sortit de sa chambre. Tout ce qu'il put faire à l'annonce de cet événement fut de lever les mains au ciel, en proie à une consternation qui ne parlait guère en faveur de sa force morale. M. Franklin, sur le jugement duquel j'avais compté pour nous donner un conseil, sembla aussi inutile et aussi ahuri que son cousin. Chose étonnante, il avait enfin passé une bonne nuit, et ce bienfait, auquel il n'était plus accoutumé, l'avait, nous dit-il, presque engourdi. Lorsqu'il eut avalé sa tasse de café noir, boisson que, suivant l'usage étranger, il prenait toujours plusieurs heures avant son déjeuner, son esprit sembla s'ouvrir. Le côté pratique se réveilla en lui, et il prit l'affaire en main avec netteté et résolution, comme vous l'allez voir. Il fit d'abord comparaître les domestiques, et leur donna l'ordre de laisser tout l'étage inférieur, à l'exception de la porte d'entrée que j'avais ouverte moi-même, dans l'état où je l'avais mis la veille au soir. Il proposa ensuite, à son cousin et à moi, qu'avant de prendre d'autres mesures, nous nous assurassions si le diamant n'aurait pas glissé accidentellement dans quelque autre tiroir, ou bien derrière le meuble, ou encore sous la table. Nous cherchâmes partout sans rien trouver. Puis,
après avoir interrogé Pénélope, qui ne put nous en apprendre plus que le peu qu'elle m'en avait déjà dit, M. Franklin songea à questionner Miss Rachel et envoya Pénélope frapper à sa porte. Milady répondit et referma la porte sur elle. Un instant après, nous entendîmes Miss Rachel donner un double tour à la clé. Notre maîtresse était troublée et affligée. « La perte du diamant semble avoir accablé Rachel, » répondit-elle aux demandes de M. Franklin. « Elle évite d'en parler, même à moi, et cela de la manière la plus étrange. Il lui est impossible de vous voir en ce moment. » Ces mots ajoutèrent à notre perplexité. Milady, après un instant d'effort, retrouva son sang-froid et agit avec sa décision accoutumée. « Je pense qu'il n'y a plus d'espoir à conserver, » dit-elle tranquillement, « et qu'il ne nous reste qu'à faire demander la police. » « Certes, oui, et la première chose que devra faire la police, » répondit M. Franklin, engageant tout de suite sa tante dans cette voie, « sera d'arrêter les 3 jongleurs indiens qui sont venus hier soir sur la terrasse. » Milady et M. Godfrey, qui n'étaient pas au courant de la conspiration autant que nous, tressaillirent de surprise. « Je ne puis, » continua M. Franklin, « m'expliquer en ce moment. Je n'ai que le temps de vous dire que le diamant a été certainement volé par les Indiens. »« Donnez-moi, » dit-il en s'adressant à sa tante, « une lettre pour un des magistrats de Freising Hall, lui disant seulement que je représente vos intérêts dans cette occasion, et je vais monter à cheval sur l'heure, car notre meilleure chance consiste à ne pas perdre un seul instant. » Que ce fût le côté français ou le côté anglais qui prédomina en ce moment chez M. Franklin, ce qui est sûr, c'est qu'il se montrait alors tout à son avantage. Seulement, cela durerait-il ? Il plaça plume, encre et papier devant sa tante, qui, me sembla-t-il, écrivit la lettre presque à contre-cœur. S'il avait été possible de rester indifférent à la perte d'un joyau qui valait 20 000 livres, je crois qu'avec les mauvais pressentiments qui agitaient Milady et ses doutes sur l'intention attachée au legs de son frère, elle eût vraiment éprouvé une sorte de soulagement à savoir les voleurs et la pierre de lune à l'abri des poursuites. J'accompagnai M. Franklin aux écuries, et j'en pris occasion de lui demander comment les Indiens auraient pu pénétrer dans la maison. Mais notez bien que je les soupçonnais au moins aussi vivement que lui. « L'un d'eux, » me répondit-il, « pourrait s'être glissé dans le hall pendant le mouvement de la sortie du dîner. Le coquin était peut-être caché sous le canapé lorsque ma tante et Rachel discutèrent le lieu où il convenait de déposer le diamant. Alors, il n'aurait eu qu'à attendre que chacun fût bien endormi pour enlever le diamant renfermé dans le tiroir du meuble. » Sur ces mots, il se fit ouvrir la grande porte par le groom et partit au galop. Cela semblait la seule explication plausible. Mais alors, comment le voleur avait-il réussi à s'échapper de la maison ? J'avais trouvé ce matin même la porte d'entrée barricadée comme je l'avais laissée la veille au soir. Et cela au moment où j'allais l'ouvrir. Quant aux autres portes et fenêtres, n'ayant pas été touchées par moi ni par aucun autre, elles parlaient d'elles-mêmes. Puis les chiens. À supposer que le voleur fût sorti par une fenêtre de l'étage supérieur, comment leur aurait-il échappé ? Avait-il prévu le danger de ces sentinelles incommodes, et pour le conjurer, s'était-il muni d'une viande préparée ad hoc ? Ce doute entrait dans mon esprit lorsque les animaux en question arrivèrent sur moi, se roulant dans la rosée, avec de tels accès de gaieté que je pus à peine venir à bout de les calmer et de les remettre à la chaîne. Plus je retournais la chose dans mon esprit, moins l'explication de M. Franklin me paraissait satisfaisante. Nous déjeunâmes, car, quoi qu'il arrive, dans une maison, vol ou meurtre, vous savez que, peu importe, il faut que chacun prenne ses repas. Quand nous eûmes fini, Milady m'envoya demander, et je fus forcé de lui faire le récit complet du petit drame que nous lui avions dissimulé jusqu'alors, avec le détail des menées exercées par les Indiens contre le diamant. C'était une femme d'un courage supérieur à son sexe. Elle surmonta promptement la première sensation d'effroi. Son esprit paraissait bien plus préoccupé de l'état de sa fille que de la conspiration de ces gueux de païens. « Vous savez, me dit Milady, combien Rachel est peu semblable aux autres filles de son âge. Mais jamais, depuis que je la connais, je ne l'ai vue si bizarre et si renfermée qu'aujourd'hui. La perte de son bijou semble lui avoir troublé le cerveau. Qui eût jamais pu croire qu'en si peu de temps ce misérable diamant aurait pris un pareil empire sur elle ? Oui, c'était étrange.
car pour ce qui est des bijoux et des frivolités en général, Miss Rachel était loin d'en être aussi affolée que bien d'autres jeunes personnes de son âge. Et pourtant, elle était là, inconsolable et enfermée dans sa chambre à coucher. Soyons justes, toutefois, elle n'était pas la seule qui ne fût pas dans son état habituel. M. Godfrey, par exemple, né pour être un consolateur universel, était tout désorienté. Comme il n'était pas libre d'essayer sur Miss Rachel ses moyens de persuasion philanthropique et que personne ne lui tenait compagnie, il parcourait la maison et les alentours, en proie à une pénible indécision. Son esprit flottait entre deux partis à prendre à la suite du malheur qui nous était arrivé. Devait-il délivrer la famille de sa présence, comme invité, ou devait-il plutôt rester et lui offrir ses humbles services dans le cas où il serait de quelque utilité ? Il jugea, en fin de compte, que ce dernier parti était peut-être le plus naturel et le plus convenable dans la triste situation où nous nous trouvions. Ce sont les circonstances qui permettent d'apprécier de quel métal un homme est fait. Soumis à cette épreuve, le caractère de M. Godfrey se montra moins bien trempé que je ne l'aurais supposé. Quant aux servantes, à l'exception de Rosanna Sperman, qui se tenait à part, elles se mirent à chuchoter ensemble dans tous les coins et à promener partout des regards défiants, comme le fait toute la gente féminine d'une maison dès qu'il survient quelque chose d'insolite dans un intérieur. Je conviens que je fus moi-même agitée et de méchante humeur tout le jour. La maudite pierre de lune nous avait tous mis sans dessus-dessous. M. Franklin revint un peu avant 11 heures. Le côté résolu de sa nature semblait avoir déjà cédé sous le poids de l'anxiété. Il était parti au galop, il revenait au pas. Il avait débuté pour être ferme comme l'acier, et nous le retrouvions mou comme du coton. « Eh bien, lui dit Milady, la police vient-elle ?»« Oui, répondit son neveu. Ils me suivent dans une voiture de louage. L'inspecteur Seagrave, de votre police locale, amène 2 de ses hommes. Pure formalité, du reste. L'affaire est sans espoir. »« Quoi ? Demandai-je. Les Indiens ont-ils échappé ? » ?»« Les pauvres Indiens ont été appréhendés bien injustement, fut la réponse. Ils sont aussi innocents qu'un enfant dans le sein de sa mère. Ma pensée que l'un d'eux avait pu se cacher dans la maison a eu le sort de toutes mes autres idées. Elle s'est évanouie en fumée. Il a été prouvé, poursuivit M. Franklin, qui paraissait insister avec un plaisir extrême sur son incapacité, il a été prouvé que c'était tout simplement impossible. Après avoir pu juger de la surprise que nous causait ce nouvel aperçu de l'affaire du diamant, notre jeune gentleman s'assit, à la demande de sa tante, et commença à s'expliquer. Il paraît que le côté résolu de sa nature tint bon jusqu'à Freising Hall. Il mit les faits sans commentaire sous les yeux du magistrat, et celui-ci fit sur-le-champ demander la police. La première enquête faite au sujet des Indiens démontra clairement qu'ils n'avaient même pas tenté de quitter la ville. De nouvelles questions lui apprirent que la police les avait vus rentrer tous 3 avec le jeune garçon la nuit précédente entre 10 et 11 heures, ce qui, en calculant les distances, prouvait qu'ils étaient revenus tout droit à Freising Hall après avoir cessé leur représentation sur la terrasse. Plus tard encore, à minuit, la police ayant eu occasion de pénétrer dans le garni où ils logeaient, les avait revus tous 3 avec l'enfant. Peu après minuit, j'avais fermé moi-même toutes les portes de la maison. Il ne ressortait donc de tout ceci aucun indice contre les jongleurs. Le magistrat convint qu'il ne pouvait planer même l'ombre d'un soupçon sur eux. Mais comme les recherches ultérieures auxquelles les agents de police allaient se livrer pouvaient amener des découvertes complémentaires pour ces vagabonds, il les ferait arrêter sous prévention et les tiendrait pendant une 8aine de jours à notre disposition. Ils avaient commis par ignorance je ne sais quel mince délit qui les mettait sous le coup de la loi. Toute institution humaine, y compris la justice, peut devenir élastique dans un intérêt quelconque. Le magistrat était un vieil ami de Milady, et les Indiens furent arrêtés préventivement le lendemain matin. Tel fut le récit que nous fit M. Franklin de l'emploi de sa matinée. La clé du mystère n'était plus aux mains des Indiens seuls, et si ces derniers étaient réellement innocents, qui au monde avait pu enlever le diamant de Miss Rachel de son tiroir ? 10 minutes plus tard, à mon grand soulagement, arriva l'inspecteur Seagrave. Il avait, nous apprit-il, rencontré sur la terrasse M. Franklin qui se chauffait au soleil, souvenir du midi,
et qui avait prévenu la police que les recherches seraient vaines avant même qu'elles eussent commencé. Pour une famille placée dans notre situation, l'inspecteur de la police de Freising Hall était le choix le plus rassurant qu'on pût souhaiter. Grand, de belle prestance et de tournure militaire, M. Seagrave joignait à une superbe voix de commandement un regard fier et assuré. Il portait une longue redingote sévèrement boutonnée jusqu'au menton, tout en lui disant « Je suis l'homme qu'il vous faut ». Le ton péremptoire avec lequel il donnait ses ordres à ses deux subordonnés indiquait qu'avec lui, il n'y avait pas à plaisanter. Il commença par visiter les alentours extérieurs et intérieurs. Le résultat de ses investigations le convainquit qu'aucun voleur n'avait pénétré chez nous par effraction et qu'en conséquence, le vol avait dû être commis par quelqu'un de la maison. Je vous laisse à penser l'agitation où furent les domestiques lorsque cette déclaration officielle parvint à leurs oreilles. L'inspecteur décida qu'il visiterait d'abord le petit salon et qu'ensuite il interrogerait les gens. En même temps, il posta un de ses hommes sur l'escalier qui menait aux chambres des domestiques, en lui enjoignant de ne laisser monter personne jusqu'à nouvel ordre. Cette dernière mesure porta au comble l'exaspération du sexe faible. Les femmes s'élancèrent en masse, entraînant Rosanna Spearman avec elles, vers le boudoir de Miss Rachel, et sommèrent M. Seagrave, ayant toute l'air de coupable, de leur dire laquelle d'entre elles il soupçonnait. M. Seagrave ne faiblit point dans cette occasion, et leur imposa par sa voix et sa contenance décidée. « Vous autres femmes, faites-moi maintenant le plaisir de redescendre toutes tant que vous êtes. Je ne veux supporter la présence d'aucune de vous ici. Voyez de quoi déjà vous êtes cause. » Et il désignait un coin de peinture endommagé situé à la partie extérieure de la porte de Miss Rachel, juste sous la serrure. « Voyez ce qu'ont fait vos jupons. Videz la place. » Rosanna, qui se trouvait la plus rapprochée de lui, et aussi de l'accident de la porte, donna la première l'exemple de l'obéissance, et partit faire son ouvrage. Les autres la suivirent. L'inspecteur acheva d'examiner la pièce, et n'y découvrant rien de nouveau, me demanda qui avait eu la première connaissance du vol. C'était ma fille. Elle fut mandée devant M. Seagrave. Le chef de la police se montra un peu trop tranchant d'abord dans ses allures vis-à-vis de Pénélope. « Jeune fille, lui dit-il, veuillez me prêter toute votre attention et prenez garde de ne dire que la vérité. » Pénélope prit feu à cette injonction. « Je n'ai jamais appris à mentir, monsieur l'inspecteur. Si mon père est d'humeur à rester là paisiblement pour entendre sa fille soupçonnée de vol et de mensonge, ayant la porte de sa propre chambre fermée à son nez et sa réputation attaquée, lorsque c'est sa seule et légitime fortune, je ne le reconnais plus pour être le bon père que je croyais. » Un mot de conciliation dit à propos par moi mit le chef de la police et Pénélope sur le pied d'une meilleure entente. Les questions et les réponses se suivirent et s'achevèrent sans amener aucun éclaircissement. Ma fille affirmait avoir vu Miss Rachel déposer le diamant dans le meuble indien un instant avant d'aller se coucher. Elle était venue à 8 heures du matin lui apporter son thé et avait trouvé le tiroir ouvert et vide. Là-dessus, elle avait donné l'alarme et elle ne pouvait rien dire de plus. Le chef de police demanda ensuite à voir Miss Rachel. Pénélope transmit la demande à travers la porte. La réponse nous parvint de même. « Je n'ai rien à dire à la police et je ne veux voir personne. » Notre inspecteur parut surpris et offensé dans son importance. Je lui dis que Miss Rachel étant malade, je le priais de prendre patience et de la voir un peu plus tard. Nous redescendîmes après cela et nous croisâmes M. Godfrey et M. Franklin dans le hall. Ces deux messieurs, comme habitants de la maison, comparurent devant M. Seagrave, qui espérait tirer d'eux quelque lumière. Ni l'un ni l'autre ne savait rien. Avait-il entendu quelque bruit pendant la nuit précédente ? Rien que la pluie tombant sans relâche. Avais-je, moi, qui m'étais endormi tard, entendu remuer quelqu'un ? Personne. L'interrogatoire achevé, M. Franklin, qui persistait à croire le cas désespéré, me dit tout bas « Cet homme est un âne et ne nous sera bon à rien. » M. Godfrey, à son tour, me murmura à l'oreille « Betteredge, cet agent entend bien son affaire. Il m'inspire beaucoup de confiance. » Autant de personnes, autant d'opinions. Un ancien l'a dit longtemps avant moi. M. Seagrave retourna ensuite au boudoir. Ma fille et moi ne quittons point ses talons. Il tenait
à s'assurer qu'aucun meuble n'avait été déplacé pendant la nuit. Sa précédente investigation, paraissait-il, ne lui avait point suffi. Pendant que nous tournions autour des chaises et des tables, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et, après s'être refusée si peu de temps avant à nous voir, Miss Rachel elle-même, à notre grand étonnement, arriva au milieu de nous. Elle prit son chapeau de jardin de dessus une chaise et, s'adressant à Pénélope, lui demanda « Monsieur Franklin, vous avez chargé ce matin d'un message pour moi ?»« Oui, miss. »« Il désirait me parler, n'est-ce pas ?»« Oui, miss. »« Où est-il maintenant ?» Un bruit de voix sur la terrasse éveilla mon attention. Je regardai par la fenêtre et vis ces deux messieurs qui se promenaient. Je répondis alors pour ma fille. « Monsieur Franklin est sur la terrasse, miss. » Sans ajouter un seul mot, sans s'occuper de l'inspecteur de police qui cherchait à lui parler, pâle comme une morte et perdue dans ses pensées, elle quitta la chambre et alla rejoindre ses cousins sur la terrasse. Je sentis que je manquais aux convenances, à la bonne éducation, en agissant ainsi, mais je crois qu'au prix de ma vie, je n'eusse pu m'empêcher de regarder par la fenêtre quelle allait être l'entrevue de Miss Rachel et des gentlemen. Elle s'approcha de M. Franklin, sans paraître voir le moins du monde M. Godfrey, qui se retira en conséquence et les laissa à eux-mêmes. Ce qu'elle avait à dire à M. Franklin fut prononcé avec véhémence. Cet entretien ne dura qu'un moment, mais à en juger par l'expression de la figure de son cousin, il sembla frappé d'un étonnement indicible. Pendant qu'ils étaient encore ensemble, Milady parut sur la terrasse. Miss Rachel la vit, adressa un dernier mot à M. Franklin et regagna vivement la maison avant que sa mère eût pu la joindre. Surprise elle-même et remarquant la stupéfaction de M. Franklin, Milady alla vers lui. M. Godfrey se rapprocha et tous deux lui parlèrent. M. Franklin fit quelques pas entre eux, leur racontant, je pense, ce qui venait de se passer, car ils s'arrêtèrent court, comme des gens au comble de la stupéfaction. Je regardais toute cette scène, lorsque la porte du boudoir s'ouvrit violemment. Miss Rachel traversa le petit salon à pas précipités pour se rendre à sa chambre. Elle avait les yeux et les joues en feu et paraissait transportée de colère. Le chef de la police tenta encore une fois de lui parler. Elle se retourna et s'écria avec rage. « Je ne vous ai pas fait venir, moi. Je ne veux pas de vous. Mon diamant est perdu. Ni vous, ni personne ne le retrouvera jamais. » Sur ces mots, elle entra et nous ferma la porte au nez. Pénélope, qui se trouvait près de la chambre, l'entendit fondre en larmes dès qu'elle se vit seule. Furieuse tout à l'heure, en larmes maintenant. Que signifiait tout cela ? Je dis à M. Seagrave que cela pouvait s'expliquer par l'exaspération dans laquelle la perte de son bijou avait jeté Miss Rachel. Toujours désireux de sauvegarder l'honneur de la famille, je souffrais de voir ma jeune maîtresse s'oublier ainsi, même devant un officier de police, et je tâchais de l'excuser de mon mieux. Dans mon fort intérieur, j'étais plus troublé du langage inouï et de l'attitude de Miss Rachel que je ne puis le dire. En la jugeant d'après sa dernière apostrophe, je supposais qu'elle était offensée de l'intervention de la police et que M. Franklin ayant été l'auteur de cette mesure, ceci pouvait expliquer sa colère contre lui et la surprise qu'il avait dû en éprouver. Pourtant, si ma supposition était exacte, pourquoi alors s'opposait-elle à l'emploi du seul moyen qui pût efficacement lui faire retrouver l'objet dont la perte la mettait dans un pareil état ? Enfin, au nom du ciel, comment pouvait-elle affirmer que jamais on ne reverrait la pierre de lune ? Dans l'état actuel des choses, je ne pouvais espérer recevoir aucune réponse à mes questions. M. Franklin sembla se faire un point d'honneur de ne pas répéter à un serviteur, même aussi ancien que moi, ce que lui avait dit Miss Rachel sur la terrasse. Il s'ouvrit probablement à M. Godfrey, qui était un gentleman et un parent, mais celui-ci garda pour lui cette confidence, comme c'était son devoir de le faire. Milady, qui était sans doute aussi dans le secret, et qui seule avait accès auprès de Miss Rachel, avouait ouvertement ne rien comprendre à sa fille. « Vous me rendez folle lorsque vous me parlez du diamant !» Toute l'influence de sa mère ne put jamais rien obtenir de plus. Nous restions donc dans l'obscurité relativement au diamant et sans plus d'éclaircissement au sujet de la conduite de Miss Rachel. Sur ce dernier point, Milady ne pouvait nous venir en aide. Quant au premier, vous jugerez vous-même que M. Seagrave approchait du moment où il pourrait s'avouer au bout de son latin.
Après avoir bouleversé sans résultat tout l'ameublement du boudoir, cet agent expérimenté me demanda si les domestiques avaient pour la plupart connu le lieu où se trouvait le diamant pendant la nuit. « À commencer par moi, monsieur, lui dis-je. Je le connaissais, ainsi que le valet de pied Samuel, car il était dans le hall pendant qu'on discutait sur l'endroit où déposer le bijou. Ma fille l'y vit mettre également, comme elle vous l'a dit. Elle ou Samuel peut en avoir parlé à l'office. D'ailleurs, les gens auraient encore pu entendre eux-mêmes cette conversation si la porte était ouverte sur l'escalier de service. En somme, chacun peut avoir eu l'occasion de savoir où reposait le diamant la nuit dernière. » Ma réponse ouvrait un large champ aux investigations du chef de police. Il essaya de le limiter en m'interrogeant sur les domestiques et sur leur réputation individuelle. Je songeais tout de suite à Rosanna Sperman. Mais il ne convenait ni à ma position, ni à mes sentiments personnels de diriger les soupçons sur une pauvre fille dont l'honnêteté avait été sans reproche depuis que je la connaissais. La directrice du refuge l'avait donnée à Milady comme étant sincèrement repentante et parfaitement digne de sa confiance. C'était l'affaire de l'agent de police de trouver des motifs pour la soupçonner, et alors seulement, s'il paraissait s'établir, mon devoir serait de lui parler du passé de Rosanna et de lui dire comment elle était entrée à notre service. Tous nos gens ont une excellente moralité, et tous méritent la confiance que ma maîtresse leur témoigne. Telle fut ma réponse, après laquelle il ne restait à M. Seagrave qu'une chose à faire. C'était de sonder lui-même chacun des domestiques. Il les examina les uns après les autres. Chacun d'eux assura qu'il n'avait rien à dire. Pour ce qui concerne les femmes, ce rien fut détaillé avec force perte de temps et des plaintes amères de la confiscation momentanée de leur chambre à coucher. Elles furent toutes renvoyées à leur ouvrage, et alors Pénélope ayant été rappelée, M. Seagrave se remit à l'interroger séparément. L'impatience que ma fille avait montrée dans le boudoir et sa promptitude à se croire l'objet des soupçons parurent avoir produit une impression défavorable sur le chef de police. Il semblait aussi frappé de cette circonstance qu'elle était la dernière personne qui eût vu le diamant. Lorsque ma chère petite me revint après ce second interrogatoire, elle était parvenue au comble de l'exaspération. Il n'y avait plus à en douter. L'agent de police l'avait, pour ainsi dire, accusé du vol. J'eus peine même, en pensant à l'opinion de M. Franklin, à le croire un âne aussi batté. Mais, quoiqu'il ne se prononçât pas, le fait est que ses regards n'avaient rien d'agréable pour Pénélope. Je pris le parti d'en rire avec elle, comme d'une aberration par trop ridicule pour être prise au sérieux, ce qui était vrai. Mais au fond, je me sentais en colère, et il y avait bien de quoi, lorsque je voyais cette enfant assise dans un coin, le cœur gros et pleurant sous son tablier, ramené sur sa figure. C'est une sotte, direz-vous. Elle aurait pu attendre qu'on l'accusât ouvertement. J'en conviens parce que je suis un homme juste et d'humeur égale. Mais aussi, monsieur le chef de police eût pu se rappeler que... Enfin, peu importe qu'il se rappelât ou non. Que le diable l'enlève. La dernière phrase de l'instruction amena ce qu'on peut nommer une crise. Le chef de police eut, moi présent, une entrevue avec Milady. Après lui avoir appris que le diamant ne pouvait avoir été volé que par quelqu'un de la maison, il lui demanda l'autorisation de faire fouiller toutes les malles des gens par lui et ses hommes. Ma bonne maîtresse, en femme généreuse et bien née qu'elle était, se refusa à nous voir traités comme des voleurs. « Je ne consentirai jamais à payer une pareille humiliation les fidèles services que j'ai reçus de mes domestiques. » Monsieur l'inspecteur s'inclina d'un air qui disait clairement « Pourquoi m'employer si vous devez me lier les mains ainsi ?» Placé comme je l'étais à la tête de la maison, je sentis aussitôt que nous nous devions à nous-mêmes de ne pas abuser de la bonté de Milady. « Nous remercions Milady, et nous lui sommes très reconnaissants, lui dis-je. Mais nous lui demandons la permission de faire notre devoir en cette occasion et d'offrir nos clés. Lorsque Gabriel Betteredge donne l'exemple, ajoutai-je en arrêtant M. Seagrave à la porte, tous les autres domestiques l'imiteront, je vous le promets. Voici mes clés pour commencer. » Milady me prit la main et me remercia les larmes aux yeux. Seigneur, que n'eussé-je pas donné en ce moment pour avoir le droit d'assommer monsieur le chef de police ?
Comme je l'avais annoncé, les domestiques suivirent tous mon impulsion, la plupart de fort mauvaise grâce, mais tous partagèrent ma manière de voir. C'était un spectacle curieux d'observer les femmes pendant que les agents fourrageaient dans leurs effets. La cuisinière faisait une mine à croire qu'elle eût voulu rôtir M. Seagrave tout vivant dans son four, et toutes ses camarades le regardaient comme si, en ce cas, elles en eussent volontiers mangé un morceau. Les recherches achevées, et bien entendu, sans qu'on eût retrouvé le moindre atome du diamant, l'inspecteur se retira dans ma chambre pour mieux peser ce qui lui restait à faire. Lui et ses hommes venaient de passer des heures dans la maison, sans que l'affaire eût avancé d'un pouce. Ils n'avaient recueilli aucun indice, ni sur la manière dont le vol avait été commis, ni sur la personnalité du voleur. Pendant que l'agent mûrissait ainsi de nouveaux projets, M. Franklin me fit demander dans la bibliothèque. Au moment où j'ouvrais la porte de cette pièce, quelle ne fut pas ma surprise de la sentir pousser du dedans et d'en voir sortir Rosanna Spearman. Lorsqu'on avait balayé et rangé dans la bibliothèque, et cela dès le matin, ni la première ni la seconde housemaid n'avaient quoi que ce soit à y voir à aucune autre heure du jour. J'arrêtai Rosanna et lui fis un reproche de cette dérogation à toutes les coutumes de la maison. « Qu'est-ce qui peut vous amener dans la bibliothèque à cette heure de la journée ?» lui demandai-je. « Monsieur Franklin Blake avait laissé tomber dans sa chambre une de ses bagues, et je suis entrée dans la bibliothèque pour la lui remettre. » Elle rougissait tout en me faisant cette réponse, et elle me quitta avec un air de tête et une affectation d'importance que je ne m'expliquais pas. Toutes les servantes avaient été plus ou moins révolutionnées par ce qui s'était passé dans la maison, mais aucune n'avait perdu le sens commun qui paraissait faire défaut à la tête de Rosanna Spearman. Je trouvai M. Franklin en train d'écrire. Il me demanda tout d'abord un moyen pour se transporter au chemin de fer. Au premier son de sa voix, je me vis en présence du côté résolu et pratique de l'individu. L'homme de coton avait disparu. C'était l'homme de fer qui était maintenant assis devant moi. « Vous allez à Londres, monsieur ?» lui demandai-je. « Je vais y télégraphier, » me répondit M. Franklin. « J'ai fait partager à ma tante la conviction où je suis qu'il nous faut ici une plus forte tête que celle de ce Seagrave. Et elle m'a autorisé à envoyer un télégramme à mon père. Il connaît le directeur en chef de la police, et celui-ci peut nous donner l'homme fait pour débrouiller cette mystérieuse aventure. À propos de mystère, ajouta M. Franklin en baissant la voix, j'ai encore un mot à vous dire avant que vous alliez aux écuries. N'en laissez rien échapper devant personne, mais il faut que Rosanna Spearman ait la tête dérangée, ou j'ai grand peur qu'elle en sache plus long qu'elle ne le doit sur la pierre de lune. Je ne pus me rendre compte si je fus plus saisi qu'effrayé en l'entendant s'exprimer ainsi. Si j'avais été encore jeune, j'eusse fait cet aveu à M. Franklin, mais si la vieillesse conserve un avantage, c'est celui de vous apprendre à vous taire dans les occasions où vous ne voyez pas votre route clairement tracée. Elle est entrée ici sous le prétexte de me rapporter une bague que j'avais laissée tomber dans ma chambre, continua M. Franklin. Lorsque je l'eus remerciée, je m'attendais naturellement à ce qu'elle s'en irait. Au lieu de cela, elle se place en face de moi de l'autre côté de la table où j'écrivais, et me regarde d'un air moitié familier, moitié effrayé, mais enfin le plus singulier du monde, et auquel je ne comprenais rien. « Quelle étrange histoire que celle de ce diamant, n'est-ce pas, monsieur ?» me dit-elle tout à coup, comme une personne qui prendrait son parti, tête baissée, de dire une folie. Je répondis « oui », me demandant ce qui allait s'ensuivre. Sur ma parole, Betteredge, je suis convaincu que sa tête est détraquée, car elle reprit. « Ils ne retrouveront jamais le diamant, messieurs, n'est-il pas vrai ? Pas plus qu'ils ne sauront quelle est la personne qui l'a enlevé. J'en réponds bien. » En disant cela, elle me souriait et faisait des gestes de tête. Avant que j'eusse eu le temps de lui demander quelque explication, on entendit vos pas du dehors. Je crois qu'elle avait peur que vous la vissiez ici. En tout cas, elle changea de couleur et quitta la pièce. Que diable tout cela peut-il signifier ? Je ne pus prendre sur moi-même, alors, de lui conter l'histoire de cette fille, car je sentais qu'autant valait la désigner tout de suite comme ayant volé le bijou. En outre, quand même je me fusse ouvert à lui, et en supposant qu'elle eût commis le vol,
Il restait à chercher pourquoi elle paraissait vouloir confier son secret à M. Franklin plutôt qu'à tout autre. Je ne puis me résoudre à mettre cette fille dans un embarras sérieux, et cela uniquement parce que ses discours et son attitude touchent à l'extravagance, continua M. Franklin. Et pourtant, si elle s'était adressée au chef de police dans les mêmes termes qu'à moi, j'avoue que, tout sot qu'il est, il n'eût pu... Il s'arrêta là et n'acheva pas sa phrase. Le mieux sera, monsieur, d'en dire un mot en particulier à ma maîtresse dès la première occasion. Milady porte un sincère intérêt à Rosanna, et celle-ci peut, après tout, n'avoir été que sotte et trop hardie. Un événement quelconque survient-il dans une maison, les femmes qui en font partie aiment toujours à l'envisager du côté le plus sombre. Il semble que ces pauvres créatures en acquièrent de l'importance à leurs propres yeux. Si vous avez un malade à soigner, rapportez-vous-en à elle pour prédire sa mort certaine. Si un bijou vient à être perdu, soyez-en certains, elles prédiront qu'on ne le retrouvera jamais. Ces réflexions parurent faire une impression favorable sur M. Franklin. Il plia son télégramme et changea de sujet de conversation. Je me rendis aux écuries afin de commander le poney chaise, et en y allant, je jetai un coup d'œil sur l'office où les domestiques étaient à déjeuner. Rosanna Spearman n'était pas parmi eux. Je demandai pourquoi. On m'apprit qu'elle s'était trouvée subitement souffrante et qu'elle était montée se coucher dans sa chambre. « C'est bizarre, observai-je. Elle avait l'air assez bien lorsque je l'ai vue, il n'y a qu'un instant. » Pénélope me suivit. « Ne parlez pas ainsi devant eux, père, me dit-elle. Vous ne les rendrez que plus acharnés contre elle. La pauvre fille a évidemment le cœur pris par M. Franklin Blake. » Considérées de la sorte, les allures de Rosanna prenaient une autre signification. Si Pénélope voyait juste dans cette occasion, le langage et la conduite de notre housemaid pouvaient s'expliquer par son désir irrésistible de parler à M. Franklin et d'attirer quand même son attention sur elle. Alors je pouvais aussi comprendre son air agité et satisfait lorsqu'elle me rencontra à la porte de la bibliothèque. Bien qu'elle n'eût guère prononcé plus de 4 paroles, elle était arrivée à ses fins, et M. Franklin lui avait parlé. Je fis atteler le poney dans l'infernal et inextricable gâchis au milieu duquel nous nous agitions. Je vous assure que j'éprouvais une satisfaction matérielle à observer combien toutes les parties du harnachement s'accordaient entre elles. Car enfin, le poney, bien et dûment attelé, vous aviez sous les yeux un fait avéré, une certitude, et cela devenait une précieuse rareté au milieu des complications qui nous assaillaient. Quand je fus arrivé à la porte d'entrée avec le poney chaise, j'y trouvai M. Franklin et en plus M. Godfrey avec l'inspecteur qui m'attendait sur les marches. Les réflexions de M. Seagrave, après l'insuccès de ses recherches dans les chambres et les malles des domestiques, l'avaient conduit, paraît-il, à une conclusion toute nouvelle. Tenant toujours à sa première opinion, à savoir que le bijou avait été volé par quelqu'un de la maison, le policier expérimenté exprimait maintenant la pensée que le voleur, il eut le bon goût de ne pas nommer la pauvre Pénélope, quoiqu'il pût penser d'elle intérieurement, avait dû s'entendre avec les 3 jongleurs. Il proposait donc de diriger l'enquête sur les Indiens détenus dans la prison de Freising Hall. À ces mots, M. Franklin offrit de reconduire l'inspecteur à la ville, d'où il expédierait son télégramme aussi bien que de la station. M. Godfrey, toujours plein d'admiration pour M. Seagrave et désireux d'assister à l'interrogatoire des Indiens, demanda à accompagner ces messieurs. Un des agents devait se joindre à eux, l'autre restait avec nous en cas de besoin. Ainsi, les 4 places de la petite voiture se trouvèrent remplies. Avant de prendre les rênes, M. Franklin fit quelques pas avec moi, afin d'être hors de la portée des oreilles étrangères. « Je suspendrai l'envoi de mon télégramme, dit-il, jusqu'à ce que j'aie vu ce qui ressortira de l'interrogatoire des Indiens. Ma conviction est que cet imbécile d'agent nage en pleine ignorance et ne cherche qu'à gagner du temps. Supposer qu'un de nos domestiques est en connivence avec ces Indiens, c'est à mon avis le comble de l'absurdité. Veillez sur la maison, Betteredge, jusqu'à mon retour, et voyez si vous pouvez tirer quelque chose de Rosanna Spearman. Je ne vous demande rien qui vous répugne à faire, ni qui soit trop dur envers cette fille.
Je vous prie seulement d'être plus attentif que jamais. Nous traiterons l'affaire légèrement devant ma tante, mais elle est plus sérieuse que vous-même ne le croyez. Il s'agit de 20 000 livres sterling, monsieur, dis-je, en songeant à la valeur du diamant. Il s'agit de calmer l'imagination de Rachel, me répondit gravement monsieur Franklin. Je suis très inquiet d'elle. Il me quitta aussitôt, comme désireux de couper court à la conversation. Je pense que je le compris bien, en supposant qu'il craignait de laisser échapper devant moi le secret de l'apostrophe de Miss Rachel sur la terrasse. Ils partirent donc pour Freising Hall. Dans son intérêt même, je cherchais l'occasion de parler à Rosanna en particulier. Mais la circonstance ne se présenta pas. Elle ne descendit qu'à l'heure du thé, excitée et bizarre. Elle eut une attaque de nerfs, prit une dose de sel volatile par ordre de Milady et retourna se coucher. La journée s'acheva péniblement et nous parut interminable. Miss Rachel continua à garder la chambre, se disant trop souffrante pour descendre dîner, et Milady était si attristée de l'état de sa fille que je ne pus me résoudre à lui causer un souci de plus, en lui rapportant ce que Rosanna Spearman avait dit à M. Franklin. Quant à Pénélope, elle nourrissait l'agréable conviction qu'elle serait jugée, condamnée et transportée pour vol. Les autres femmes de la maison se plongèrent dans la lecture de la Bible et de leurs livres de prière, ce qui les rendit plus aigres que du verjus. J'ai remarqué que, particulièrement dans notre sphère, les démonstrations de piété hors de saison amènent infailliblement ce fâcheux résultat moral. Je n'eus même pas le cœur, pour ma part, d'ouvrir mon Robinson Crusoé. J'allai dans la cour, je plaçai ma chaise près du chenil, et je demandai à la société des quadrupèdes un peu de la gaieté qui manquait absolument à celle des humains. Une demi-heure avant le dîner, nos deux messieurs revinrent de Freising Hall. Il était convenu que le retour de l'inspecteur aurait lieu le lendemain. Ils avaient été chercher le voyageur, M. Murthwaite, à sa maison de campagne, et à la demande particulière de M. Franklin, celui-ci leur avait facilité l'interrogatoire des Indiens en les questionnant dans la langue hindoue, puisqu'un seul d'entre eux comprenait l'anglais. L'enquête conduite avec tout le soin possible n'aboutit à rien, et on ne put établir la plus légère présomption d'un accord tenté par eux avec un de nos domestiques. En voyant ce résultat, M. Franklin expédia son télégramme à Londres, et nous dûmes attendre au lendemain pour plus ample informer. Vous voilà entièrement édifié sur l'issue négative de cette longue journée de troubles et d'agitation. 2 jours après, un rayon de lumière commença à jeter une faible clarté dans ces ténèbres. Vous allez voir comment. Chapitre 12. La nuit du jeudi se passa sans amener aucun fait nouveau. Mais le vendredi nous apporta 2 nouvelles. En premier lieu, le garçon boulanger dit avoir rencontré dans l'après-midi précédente Rosanna Spearman, couverte d'un voile épais et se dirigeant vers Freising Hall par le sentier de la lande. Il aurait été étrange que quelqu'un eût pu se tromper sur la personne de Rosanna, que son épaule contrefaite rendait bien reconnaissable, la pauvre fille. Et pourtant, l'erreur ici était évidente, puisque ce jeudi-là, Rosanna était restée malade et enfermée dans sa chambre. La seconde nouvelle nous fut apportée par le facteur. Le digne M. Candy n'avait pas été plus heureux dans sa plaisanterie sur son propre compte que dans celle qu'il faisait sur le prochain, et lorsqu'il avait comparé la peau d'un docteur à un tissu imperméable, le cher homme était tombé dans l'erreur. La preuve en était que, mouillé jusqu'aux os, la fièvre l'avait pris, et le facteur nous le dépeignit comme ayant le délire et bavardant autant dans cet état que dans la vie habituelle. Nous fûmes tous affligés pour le docteur, mais M. Franklin parut surtout contrarié de sa maladie à cause de Miss Rachel. D'après ce qu'il dit à Milady en ma présence au moment du déjeuner, il semblait craindre que sa cousine n'eût besoin de soins très sérieux, pour peu qu'elle n'eût pas promptement l'esprit mis au repos en ce qui touchait à l'aventure du diamant. Peu après le déjeuner, arriva par dépêche télégraphique la réponse de M. Blake, père. Il annonçait à son fils qu'avec l'aide de son ami le directeur en chef de la police, il avait mis la main sur l'homme qu'il nous fallait dans les circonstances présentes. Il nous envoyait le sergent Cuff, et nous pouvions compter sur son arrivée chez nous pour le lendemain matin. En lisant le nom de cet officier de police,
M. Franklin fit un brusque mouvement. Il paraîtrait que l'avocat de son père lui avait déjà raconté, durant son séjour à Londres, de curieuses anecdotes sur le sergent Cuff. « Je commence à croire que nous verrons la fin de toutes nos incertitudes, dit-il. Si la moitié des bruits qui courent au sujet de Cuff est vrai, il n'a pas son pareil en Angleterre pour débrouiller une affaire. » Tout cela nous rendit impatients de voir apparaître cette célébrité. L'inspecteur Seagrave revint à l'heure fixée, et lorsqu'il apprit qu'on attendait l'arrivée du sergent, il s'enferma sur-le-champ, armé de plumes, d'encre et de papier, pour se mettre en devoir de rédiger le rapport qui lui serait certainement demandé. J'eusse désiré aller moi-même chercher M. Cuff à la station, mais le poney-chaise étant requis pour M. Godfrey, il ne pouvait être question des chevaux et de la voiture de Milady, même pour ramener une célébrité telle que le sergent. M. Godfrey exprima ses regrets très affectueux à sa tante de se voir contraint de la quitter dans un pareil moment. Il remit même gracieusement son départ à l'heure du dernier train, afin d'être à même d'entendre l'opinion de l'habile officier de police envoyé de Londres. Mais il lui fallait d'urgence être rendu à Londres vendredi soir, car samedi matin, un comité charitable avait à le consulter pour sortir de graves embarras. Lorsque le moment de l'arrivée du sergent approcha, j'allai jusqu'à la grille afin de le recevoir. Un cab du chemin de fer arrivait à la loge en même temps que moi. Il en sortit un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et d'une maigreur telle qu'il ne possédait certes pas une once de chair sur les os. Ses vêtements étaient propres et noirs. Il portait une cravate blanche. Sa figure en lame de couteau était recouverte d'une peau jaune et sèche comme les feuilles d'automne, et ses yeux gris d'acier vous fixaient d'une façon gênante, comme s'ils eussent voulu lire dans vos pensées plus avant que vous-même. Sa démarche était silencieuse, sa voix mélancolique, et ses longs doigts maigres vous faisaient penser à des griffes. Il eût pu être un pasteur, un officier de pompe funèbre, ou tout autre employé que vous voudrez, sauf ce qu'il était en réalité. Je ne crois pas possible de trouver un contraste plus frappant que celui qui existait entre lui et l'inspecteur Seagrave. Et certes, pour une famille affligée, son apparence était peu consolante. « Suis-je chez Lady Verinder ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Je me nomme le sergent Cuff. Veuillez me suivre, monsieur. » Pendant le trajet, je me crus obligé de lui apprendre ma position dans la famille afin de le mettre à l'aise, et pour qu'il pût s'entretenir avec moi de l'affaire qui allait l'occuper. Mais il n'en souffla pas mot. Il admira les jardins et observa qu'on sentait le voisinage de la mer à la vivacité de l'air. Je m'étonnais dans mon fort intérieur de la réputation faite à M. Cuff. Nous atteignîmes la maison dans l'aimable disposition de 2 dogues attachés à la même chaîne pour la première fois de leur vie. Je demandai Milady. Sur la réponse qu'on me fit qu'elle était dans les serres, j'envoyai un domestique la prévenir et nous entrâmes dans les jardins à fleurs. Pendant que nous attendions ma maîtresse, M. Cuff, regardant à travers la voûte de verdure à sa gauche, aperçut notre parterre de rosiers et se dirigea immédiatement de ce côté avec la première apparence de vivacité que je lui eusse vue. Ce qui étonna beaucoup le jardinier et excita secrètement mon mépris, ce fut que le fameux agent de police se trouva être un puits de science sur l'article ridicule de la culture des roses. « Ah, vous avez ici la bonne exposition, sud et sud-ouest, » dit le sergent en balançant sa tête grise et en donnant à sa voix mélancolique une intonation presque joyeuse. « Pour un parterre de rosiers, rien de mieux que cette forme-ci. Un cercle contenu dans un carré. Oui, c'est bien cela, des allées entre chaque plate-bande. Mais elles ne devraient pas être sablées comme celle-ci. Du gazon, monsieur le jardinier, des allées de gazon entre vos arbustes. Le gravier est trop sec pour les roses. Voilà un joli carré de roses blanches et de roses aurore. C'est un mélange qui fait toujours bien, n'est-ce pas? Voici la rose blanche musquée, monsieur Betteredge. Notre vieille rose anglaise qui tient bien sa place au milieu de toutes ces jolies nouveautés. La belle petite, fit le sergent, tournant la rose musquée entre ses doigts, et lui parlant avec câlinerie comme à un enfant. Voyons, était-ce là l'homme qui ferait rentrer Miss Rachel en possession de son diamant et qui parviendrait à mettre la main sur un voleur? Vous paraissez fort aimer les roses, sergent, lui dis-je.
Je n'ai guère le temps d'aimer beaucoup quoi que ce soit, me répondit M. Cuff. Mais quand j'ai un moment à donner à la tendresse, le plus souvent, M. Betteredge, ce sont les roses qui en profitent. J'ai commencé la vie au milieu d'elles, chez mon père qui était horticulteur, et j'espère bien finir mes jours en leur compagnie. Un de ces matins, s'il plaît à Dieu, je cesserai de découvrir des voleurs et j'essayerai d'élever des rosiers. Mais, jardinier, il y aura des sentiers gazonnés entre leurs rangs, reprit le sergent, auquel les allées de gravier de notre parterre laissaient une impression défavorable. Cela me semble un assez singulier goût, monsieur, me hasardai-je à lui dire, dans la carrière que vous avez adoptée. Si vous regardez tout autour de vous, ce que la plupart des gens ne font pas, reprit M. Cuff, vous serez convaincu que presque toujours les goûts d'un homme sont en contradiction avec la nature de ses occupations. Ainsi en est-il pour moi. Si vous trouvez une opposition plus forte que celle des voleurs et des roses, je tâcherai de modifier mes goûts, bien qu'il soit un peu tard à mon âge. Vous vous servez de la rose incarnate pour greffer les espèces tendres, n'est-ce pas, monsieur le jardinier? Je le pensais bien. Ah, voici une dame qui s'avance vers nous. Est-ce Lady Verinder? Il l'avait aperçue avant que ni moi ni le jardinier nous fussions doutés de son approche. Et cependant, nous savions, nous, de quel côté elle pouvait venir, tandis que lui l'ignorait. Je commençais à le croire plus intelligent qu'il ne le paraissait à première vue. L'aspect du sergent, ou la mission qu'il venait remplir, peut-être l'un et l'autre, semblèrent causer à Milady quelque embarras. Je la vis pour la première fois depuis que je la connaissais, ne sachant que dire à un étranger. Mais M. Cuff sut la mettre à l'aise presque aussitôt. Il demanda si un autre de ses collègues avait été chargé, avant lui, d'éclaircir l'affaire du vol. Quand il eut appris qu'un autre personnage avait été mandé et se trouvait encore dans la maison, il exprima le désir de causer avec lui avant de prendre aucune mesure nouvelle. Milady marcha en avant pour entrer. Avant de la suivre, le sergent ne put s'empêcher d'adresser une injonction finale au jardinier. « Décidez, Milady, à essayer des sentiers gazonnés, » lui dit-il, jetant un regard sévère vers les allées sablées. « Pas de gravier. Pas de gravier, surtout. » Je serais bien en peine d'expliquer le pourquoi, mais toujours est-il que, présenté au sergent Cuff, M. Seagrave parut avoir perdu plusieurs pouces de sa taille naturelle. Tous deux se retirèrent et restèrent enfermés ensemble fort longtemps, loin des intrus. Lorsqu'ils sortirent de la chambre, M. l'inspecteur était très animé et le sergent bâillait. « Le sergent désire visiter le boudoir de Miss Rachel, » me dit avec solennité M. Seagrave. « Le sergent peut avoir des questions à faire. Veuillez l'accompagner. » Pendant qu'on disposait ainsi de moi, je regardais le célèbre Cuff. Le célèbre Cuff examinait, lui, M. l'inspecteur, avec ce regard tranquille et expectant dont j'ai déjà parlé. Je ne puis affirmer qu'il attendit le moment où son collègue se manifesterait sous la forme d'un âne, mais j'ai tout lieu de ne pas croire mes soupçons téméraires. Je lui montrai le chemin. Le sergent parcourut sans bruit le boudoir et visita le meuble en bois des Indes, questionnant rarement M. Seagrave, s'adressant à moi à tout instant, mais avec une intention que ni l'inspecteur ni moi ne pénétrions. Le cours de ses investigations l'amena devant la porte ornée de la peinture décorative que vous savez. Il posa un doigt interrogateur sur la petite tache faite sous la serrure, tache que l'inspecteur avait déjà remarquée lorsqu'il blâma l'attroupement de nos servantes réunies dans la chambre. « Voilà qui est regrettable, » fit le sergent. « Comment cela s'est-il fait ?» C'est à moi que la question s'adressait. Je racontais la petite scène de la matinée, ajoutant que le frôlement des jupons des femmes était la cause du dommage. L'inspecteur Seagrave les a renvoyés avant que le mal devînt plus considérable. « Exact, » fit M. Seagrave d'un air militaire. « Je leur donnai l'ordre de sortir. Ce sont les jupes, sergent, les jupes qui ont fait cela. » « Avez-vous remarqué lequel des jupons a causé l'accident ?» dit le sergent, sans cesser de s'adresser à moi. « Non, monsieur. » Là-dessus, M. Cuff se tourna vers l'officier de police. « Vous avez dû le remarquer.
je présume, lui dit-il. Monsieur l'inspecteur parut vexé, mais il s'en tira de son mieux. Je ne saurais répondre de ma mémoire à ce sujet, sergent, répondit-il. Ce n'est qu'une bagatelle, une vraie bagatelle. Le sergent Cuff fixa M. Seagrave avec le même regard dédaigneux qu'il avait eu pour les allées sablées dans le parterre des rosiers. Puis, d'un ton mélancolique, il nous donna le premier échantillon que nous eûmes de ses talents si vantés. « J'ai fait la semaine dernière, monsieur l'inspecteur, une enquête privée. Le motif de l'enquête était un meurtre, et dans le cours de l'instruction, on trouva sur une nappe de table une tache d'encre dont personne ne pouvait expliquer l'origine. Ma longue expérience de la triste vie de ce triste monde ne m'a jamais encore fait rencontrer une chose qui pût être traitée de bagatelle. Avant de faire un pas de plus dans cette affaire-ci, il faudra examiner celui des jupons qui a causé la tache, et nous assurer avec certitude du moment précis où cette peinture était encore humide. » L'inspecteur, sous le coup de l'humeur que lui causait la leçon, demanda s'il fallait rappeler toutes les femmes. M. Cuff réfléchit un instant, soupira et secoua la tête. « Non, dit-il. Éclaircissons d'abord la question de la peinture. Il n'y a là qu'à répondre par oui ou par non. Ce ne pourra être long. Le chapitre des jupons féminins, lui, sera interminable. Quelle heure était-il hier matin lorsque les femmes se trouvaient réunies ici ? Environ 11 heures, n'est-ce pas ? Y a-t-il une personne de la maison qui sache si la peinture était sèche ou humide hier matin à 11 heures ? Le neveu de Milady, M. Franklin Blake, le sait, répondis-je. Ce monsieur est-il dans la maison ? M. Franklin était autant à notre portée que nous pouvions le désirer, et il n'attendait que l'occasion de faire connaissance avec l'éminent Cuff. 1 minute après, il nous rejoignait et faisait la déposition suivante. Cette porte, sergent, a été peinte par Miss Verinder avec mon aide et au moyen d'un cicatif de ma composition. Ce cicatif sèche n'importe quelle couleur dont on se serve dans l'espace de 12 heures. Vous rappelez-vous le moment où vous avez exécuté la partie qui est abîmée actuellement ? Parfaitement, répondit M. Franklin. C'est la dernière partie que nous achevâmes. Nous tenions à finir notre travail pour mercredi dernier, et je le terminai moi-même vers 3 heures de l'après-midi, ou très près de cette heure-là. Nous sommes aujourd'hui à vendredi, dit le sergent en s'adressant à M. l'inspecteur. Faisons notre compte, monsieur. Mercredi à 3 heures, la peinture se trouvait achevée. Le cicatif la sèche en 12 heures, c'est-à-dire qu'elle était séchée vers 3 heures du matin, jeudi. Vous faites la visite de cette pièce jeudi à 11 heures. Ôtez 3 de 11, reste 8. Cette porte était donc parfaitement sèche depuis 8 heures, monsieur l'inspecteur. Quand vous supposiez que le dommage venait d'être causé par les jupons des femmes de la maison. Premier coup de grâce porté à M. Seagrave. S'il n'avait été assez sot pour soupçonner Pénélope, j'eusse pu le plaindre. La question de la peinture jugée, M. Cuff, dès ce moment, laissa là son collègue comme un sujet incapable et s'adressa à M. Franklin, lequel parut lui offrir infiniment plus de ressources. « Vous avez doublé nos chances, monsieur, en nous donnant une indication aussi précieuse. » Comme il disait ces mots, la porte de Miss Rachel s'ouvrit et celle-ci s'avança au milieu de nous. Elle s'adressa au sergent sans paraître se souvenir qui lui était absolument étranger. « Ai-je bien entendu ?» demanda-t-elle en désignant M. Franklin. « C'est lui qui a servi à vous fournir des indications ?»« C'est Miss Verinder, » glissai-je dans l'oreille du sergent. « Mademoiselle, dit le sergent, et son œil gris d'acier s'attacha attentivement sur le visage de ma jeune maîtresse. Ce monsieur a peut-être mis dans nos mains le fil conducteur. » Elle essaya de fixer M. Franklin. Je dis « essaya », car elle détourna brusquement les yeux avant qu'ils eussent pu rencontrer les siens. Son esprit semblait étrangement troublé. Elle rougit, puis pâlit affreusement, et sa physionomie prit avec ce dernier changement une expression qui m'alarma.
Maintenant que j'ai répondu à votre question, Miss, dit le sergent, je me permettrai de vous en poser une à mon tour. Voici une partie de la peinture de cette porte qui a été écorchée. Savez-vous quand ou par qui cet accident a eu lieu ? Au lieu de lui répondre, Miss Rachel continua ses questions comme s'il n'eût pas parlé ou qu'elle ne l'eût pas entendu. « Êtes-vous encore un officier de police ?» demanda-t-elle. « Je suis le sergent Cuff, du bureau des recherches. Croyez-vous que la vie d'une jeune fille vaille quelque chose ? Je serai toujours heureux, Miss, de l'entendre. Faites votre devoir à vous tout seul, et ne permettez pas à M. Franklin Blake de vous aider en quoi que ce soit. » Elle prononça ces mots avec un accent presque sauvage. Il y avait dans sa voix et son regard une animosité si marquée contre M. Franklin que, quoique j'eusse vu naître Miss Rachel et que je l'aimasse presque à l'égal de Milady, je me sentis honteux d'elle pour la première fois de ma vie. Le regard fixe du sergent ne la quittait pas. « Merci, Miss, » lui dit-il. « Pourriez-vous nous donner quelque éclaircissement au sujet de cette tâche ? Peut-être l'auriez-vous causée vous-même par inadvertance ? » « Je ne sais rien sur la tâche. » Sur cette réponse, elle nous quitta et s'enferma dans sa chambre. Cette fois, comme les autres, je l'entendis fondre en larmes dès qu'elle fut seule. Je ne pus me résoudre à regarder le sergent. Je levai les yeux sur M. Franklin, près duquel je me trouvais. Il paraissait encore plus affligé que moi de ce qui se passait. « Je vous avais bien prévenu que je me sentais inquiet sur son compte, » me dit-il. « Vous voyez que j'étais dans le vrai. » Miss Verinder est un peu agacée de la perte de son diamant, observa M. Cuff. C'est un joyau d'un grand prix, et cela se comprend. Très naturel, très naturel. C'était identiquement là l'excuse que j'avais donnée pour elle à l'inspecteur, lorsque le jour précédent, elle s'était déjà oubliée devant lui. Et sa conduite se trouvait jugée de même par un étranger qui ne lui portait aucun intérêt. Une sorte de frisson me saisit, que je ne pus m'expliquer. Je me rends compte maintenant qu'il faut que j'aie eu alors pour la première fois le pressentiment d'une lumière nouvelle et terrible qui n'éclairerait que trop tôt l'affaire, et l'intuition que le sergent eut dès lors fut due uniquement à ce qu'il vit et entendit de Miss Rachel pendant cette première entrevue. « Une jeune fille peut se permettre bien des choses, monsieur, » dit le sergent à M. Franklin. « Donc, oublions ce qui vient d'avoir lieu et continuons nos affaires. Grâce à vous, nous savons l'heure où la peinture devait être sèche. Le second point à élucider, c'est celui du dernier moment où quelqu'un a eu occasion de voir la porte avant qu'elle fût endommagée. Vous êtes un homme intelligent et vous me comprenez. » M. Franklin fit un effort pour détacher sa pensée de Miss Rachel et pour la ramener à ce qu'on lui demandait. « Si je saisis bien votre intention, dit-il, plus nous précisons la question de temps, plus nous resserrons aussi le champ des investigations. »« C'est cela même, reprit le sergent. Eûtes-vous occasion de revoir votre œuvre depuis son achèvement dans l'après-midi du mercredi ?» M. Franklin secoua la tête négativement et répondit. « Je ne puis en répondre. »« Et vous ?» demanda le sergent en m'interpellant. « Je n'y ai pas pris garde non plus, monsieur. »« Quelle est la dernière personne qui ait quitté cette chambre le mercredi soir ?»« Miss Rachel, je pense, monsieur. » M. Franklin m'interrompit. « Ou peut-être votre fille, Betteredge. » Il se mit en demeure d'expliquer au sergent la position qu'occupait Pénélope auprès de Miss Verinder. « Monsieur Betteredge, veuillez demander à votre fille de monter. »« Attendez, » dit le sergent. Il m'emmena à la fenêtre de façon à n'être entendu que de moi et continua à voix basse. « Votre inspecteur, me dit-il, m'a remis un rapport volumineux de ses faits et gestes dans la présente occasion. Entre autres choses, il a, de son propre aveu, réussi à exaspérer les domestiques. Il est fort important de les calmer. Transmettez-leur à tous, ainsi qu'à votre fille, ce qui suit, avec mes compliments. D'abord, que je n'ai encore aucune preuve même que le diamant ait été volé. Je constate seulement qu'il est perdu. Puis,
que je n'ai d'autre mission à remplir ici que de prier les gens de la maison d'aider de tout leur pouvoir les recherches que je fais pour le retrouver. » Le souvenir du ressentiment des femmes, lorsqu'on mit l'interdit sur leur chambre, vint promptement à mon secours. « Puis-je me permettre, sergent, de vous soumettre la teneur d'un 3e message de paix apporté aux femmes ?» demandai-je. « Sont-elles libres de courir à travers les escaliers, d'entrer dans leur chambre et d'en sortir lorsque l'idée leur en prendra ? » ?»« Parfaitement libres, » fut la réponse. « Cela vous les conciliera toutes, depuis la cuisinière jusqu'à la laveuse de vaisselle, dis-je. « Allez, et ne tardez pas, monsieur Betteredge. » Tout fut arrangé en 5 minutes. Il ne me resta qu'à user de mon autorité, comme chef de maison, pour empêcher toute la troupe féminine de nous suivre. Pénélope et moi, tant leur ardeur à aider le sergent de leur déposition volontaire allait devenir gênante. Le sergent parut apprécier ma Pénélope. Il devint même un tant soit peu moins triste et la regarda à peu près du même air que je lui avais vu lorsqu'il contemplait la rose musquée au jardin. Voici la déposition de ma fille, reçue par le sergent et faite à mon avis très gentiment. Mais, voyez-vous, elle était ma fille en tout point. Il n'y avait rien de sa mère en elle, elle n'avait rien au monde, Dieu merci, de la mère. Pénélope répond qu'elle a pris l'intérêt le plus vif à cette porte, ayant toujours aidé à mélanger les couleurs. Qu'elle a justement remarqué la partie qui était près de la serrure, parce qu'elle a été la dernière achevée. Elle l'a vue quelques heures après dans un état parfait d'intégrité et l'a laissée n'ayant aucun dommage vers minuit. Souhaité à cette heure le bonsoir à sa jeune maîtresse dans sa chambre à coucher, dit avoir entendu l'horloge sonnant minuit lorsqu'elle rentrait dans le boudoir. Qu'elle posait au même moment la main sur la poignée de la porte, savait que la peinture ne pouvait être sèche, puisqu'elle avait assisté à toutes les préparations. S'était donc gardée d'y toucher, et pouvait jurer avoir ramassé tous ses jupons, et que rien n'était endommagé sur la porte à ce moment-là. Qu'elle ne jurerait pas que sa robe n'eût frôlé la porte, se souvenait bien de la robe qu'elle portait ce soir-là, parce qu'elle était neuve et lui avait été donnée par Miss Rachel. Son père s'en souviendrait bien aussi et la reconnaîtrait. Qu'elle pouvait et désirait la montrer. Est allée la chercher. Son père reconnaît la robe. On examine toutes les jupes. Ceci demande du temps, vu leur dimension. On y peut découvrir l'apparence d'une tache de peinture. Fin de la déposition de Pénélope. Très naïve et empreinte du caractère de la vérité. Signé Gabriel Betteredge. Le premier soin du sergent fut ensuite de me demander s'il y avait de grands chiens dans la maison, et si l'un d'eux n'aurait pas pu causer l'accident par le frôlement de sa queue. Apprenant que c'était impossible, il demanda une loupe et essaya de se rendre ainsi compte de la nature de la tache. Cet examen ne révéla aucune trace d'empreinte laissée par des doigts. Tout ce qu'on pouvait distinguer se rapportait aux vêtements d'une personne ayant frôlé la porte. Cette personne, d'après l'ensemble des dépositions de M. Franklin et de Pénélope, avait dû se trouver dans la pièce entre minuit et 3 heures du matin pendant la nuit de mercredi à jeudi. Lorsqu'il en fut arrivé là de son enquête, le sergent Cuff parut se douter pour la première fois de la présence de l'inspecteur Seagrave et résuma ses impressions dans les termes suivants pour l'instruction de son collègue. « Cette bagatelle, comme vous la qualifiez, monsieur l'inspecteur, dit le sergent en désignant le dégât de la porte, a pris une sensible importance depuis le moment où elle a attiré votre attention. Dans l'état présent de l'enquête, je vois 3 recherches à poursuivre en partant de cette tâche. S'assurer premièrement s'il y a dans la maison un vêtement qui porte une trace de peinture. Découvrir secondement à qui il appartient. En 3e lieu, savoir comment le possesseur du vêtement peut expliquer sa présence dans cette pièce et le dégât causé à la porte entre minuit et 3 heures du matin. Si l'individu ainsi mis en cause ne peut fournir de réponse satisfaisante à ces 2 questions, on n'aura pas loin à aller pour trouver l'auteur du vol. Je me charge par moi-même de cette partie du travail et ne vous retiens pas plus longtemps. Vous avez ici, à ce que je vois, un de vos agents. Veuillez le laisser à ma disposition et permettez-moi de vous saluer. » Le respect de l'inspecteur pour M. Cuff était grand, mais son amour-propre plus considérable encore. Vivement attaqué, il riposta de son mieux avant de quitter la place.
Je me suis abstenu d'exprimer une opinion qu'on ne me demandait pas, dit l'inspecteur de sa voix de commandement bien timbrée. Mais il me reste une observation à faire avant de remettre la conduite de cette affaire entre vos mains. On a vu des gens, monsieur le sergent, qui donnaient à une taupinière les proportions d'une montagne. Je vous souhaite le bonjour. On a vu aussi des gens qui ne savaient pas distinguer une taupinière parce qu'ils étaient de trop haute taille pour l'apercevoir. Ayant ainsi riposté, le sergent Cuff tourna sur lui-même et marcha vers la fenêtre. Nous attendîmes, M. Franklin et moi, pour voir ce qui allait se passer. Le sergent se tenait à la fenêtre, les mains dans ses poches, sifflotant doucement l'air de la dernière rose d'été. À mesure que je le connus mieux, je découvris qu'il ne s'oubliait à siffler ainsi que lorsque son esprit travaillait assidûment à débrouiller une difficulté ou à tracer un plan de recherche, et que dans ces occasions-là, la dernière rose d'été servait évidemment à l'encourager et à l'aider. Je suppose que cela cadrait avec ses goûts, en lui rappelant sans doute ses roses favorites. Mais cet air, siffloté par lui, devenait la romance la plus mélancolique qui pût exister. Au bout de quelques minutes, le sergent quitta la fenêtre, marcha jusqu'au milieu de la chambre, puis s'arrêta absorbé dans ses réflexions et les yeux fixés sur la porte de Miss Rachel. Un instant après, il sembla se réveiller, balança la tête, comme pour dire « Cela sera bien ainsi ». Et s'adressant à moi, il me pria de demander pour lui un quart d'heure d'entretien à Lady Verinder. En sortant de la pièce, j'entendis M. Franklin qui faisait une question au sergent, et je m'arrêtai pour entendre la réponse. « Commencez-vous à deviner qui a pu voler le diamant ?» demandait M. Franklin. « Personne n'a volé le diamant, » répondait M. Cuff. Nous tressaillîmes tous deux en entendant cette extraordinaire assertion, et le conjurâmes de nous en donner l'explication. « Attendez un peu, » nous répondit le sergent. « Les pièces de ce casse-tête ne sont pas encore toutes réunies.